Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la charte de méthanisation, sur la méthanisation. Merci à tous de nous rejoindre. Sylvain, si tu m'entends, tu peux maintenant activer ta webcam et commencer cette réunion. Je vais faire monter ton support. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de méthanisation. Donc, je vais faire une introduction assez générale sur, dans un premier temps rapidement, ce qu'est énergie partagée pour les petits nouveaux, et puis ensuite sur la question de la méthanisation. Ensuite, on aura l'intervention de Bruno Mahé de la LE08 sur la charte méthanisation qui est en cours de finalisation du côté d'énergie partagée. On aura également l'intervention de Suzanne Renard qui est la directrice du projet gaz d'Enercop. Et puis enfin l'intervention d'Aloïs Klein qui nous fera un retour d'expérience sur le projet Métamoli. Alors très rapidement, un petit point sur ce qui se passe au niveau national et sur les tendances qu'on observe. Il y a des objectifs qui sont fixés par l'État d'ici 2020 que 23% de l'énergie consommée finale brute soit issue des énergies renouvelables. Aujourd'hui, concrètement, on peut le voir sur ce schéma, on est en retard, donc il y a de quoi faire. Et pourtant, on a plusieurs scénarios qui nous disent que d'ici 2050, on pourrait être à 100% d'énergie issue de la filière énergie renouvelable. Les scénarios ADEME notamment, et surtout le scénario Négawatt, l'association qui fait bouger les choses sur ce volet-là depuis un bon moment déjà. Alors pour réussir à atteindre ces scénarios, Énergie Partagée accompagne donc des projets citoyens. Alors rapidement pour ceux qui connaissent pas ce que c'est et pourquoi on développe des projets citoyens, dans un premier temps, c'est de permettre l'adhésion de l'ensemble des acteurs au projet, quelle que soit l'énergie en question, et également qu'il y ait une démocratie locale qui se mette en place. Alors là, on est sur deux volets assez complexes. Les citoyens n'ont plus forcément l'habitude de se mobiliser sur ces questions-là, de devenir acteurs de leur territoire, acteurs et décisionnaires. Donc on a une mobilisation locale à mettre en place autour de ces projets. Et puis, à côté de ça, on se sert des projets pour travailler sur les questions d'éducation populaire, de sensibilisation aux énergies renouvelables, mais également à la maîtrise de l'énergie. Ces projets participent forcément à la question de l'environnement et de la protection du climat. Et puis enfin, on a des projets qui permettent également de développer localement une ressource économique avec des retombées via forcément les revenus liés aux différentes énergies, mais également au développement d'entreprises et à la montée en compétence également des entreprises locales. Alors, Énergie Partagée sur le territoire national accompagne beaucoup de projets maintenant sur le solaire, sur l'hydraulique, l'éolien et la biomasse. Donc biomasse, c'est énergie bois et méthanisation notamment. Et sur la question de la méthanisation, on est sur une énergie relativement complexe, mais sa complexité fait qu'elle devient intéressante aussi puisqu'on doit mettre dans la boucle l'ensemble des acteurs, donc on le voit sur ce schéma pour que tout fonctionne, puisque dans un premier temps, la collecte des déchets qui feront tourner le méthaniseur se fait à plusieurs niveaux avec les déchets agricoles d'une part, mais également les déchets les déchets municipaux issus de nos poubelles, et également les déchets de l'industrie agroalimentaire. Donc tous ces déchets-là sont collectés et sont ramenés sur les unités de méthanisation qui vont, via un digesteur, extraire le méthane de ces déchets.
le restant, une fois que le méthane a été extrait des déchets, le digestat va être répandu derrière sur les exploitations agricoles, et le biogaz, lui, va être valorisé de plusieurs manières, soit en combustion pour alimenter des réseaux de chaleur qui seront sur lesquels se raccorderont des bâtiments, des industries, également certains types d'exploitations agricoles qui ont besoin de chaleur. Et on a également la notion de cogénération où on va brûler donc ce biogaz pour faire tourner des turbines et fabriquer de l'électricité, et en parallèle fabriquer de la chaleur pour alimenter également des réseaux de chaleur et le même type d'installation dont je viens de parler. Et puis enfin, la dernière façon de valoriser le biogaz, c'est de le réinjecter directement dans le réseau GRDF pour que ce gaz soit valorisé de différentes manières, alors soit avec des biocarburants, soit pour alimenter une nouvelle fois des industries ou des logements. Donc on voit bien sur ce schéma que tous les acteurs sont concernés, en amont et en aval, et ça va être des installations qui vont permettre de faire bouger et faire vivre l'ensemble d'un territoire. Alors justement, sur le territoire national, des installations, il commence à y en avoir pas mal. Alors il y a des zones plus développées que d'autres, hein. On voit à l'ouest et à l'est notamment, avec différents types d'installations, soit des installations directement à la ferme, hein, qui sont majoritaires sur des installations, soit après on peut avoir des installations plus importantes, industrielles, de gestion des déchets notamment. Des installations un peu spécifiques avec justement les sites d'injection de biométhane directement dans le réseau. Aujourd'hui, il en existe une vingtaine, donc vous pouvez retrouver cette carte sur le site de l'ALE 08 avec ces différentes installations qui injectent donc le biogaz directement dans le réseau une fois qu'il a été purifié. Et puis, une autre façon de valoriser le biogaz avec la production d'électricité qui est directement également injectée dans le réseau. Donc on voit qu'il y en a un petit peu partout, même s'il y a certaines zones un petit peu désertiques sur ces questions-là, mais voilà, c'est des installations qu'on peut développer un peu partout, si tant est qu'on ait les intrants nécessaires. Sylvain, j'ai deux questions. Une de Philippe Varne qui demande quelle est la répartition des valorisations de biogaz en pourcentage, si tu as ça. Et Ziad qui demande qu'entend-on par outil de méthanisation centralisé. Et enfin, Rebecca Bourru qui demande concernant les installations à la ferme, quelles sont globalement les puissances installées et les types de valorisation. Alors peut-être qu'on peut garder les questions, toutes ces questions pour la séance finale, la dernière demi-heure qui est consacrée aux questions-réponses. Mais je voulais te faire part de ça, comme je sais que tu es concentré sur ton support. Et voilà, je voulais pas que tu loupes ces questions. Je te laisse continuer. Alors sur les répartitions de mémoire en termes d'installation, on en a 70% qui font de la cogénération, donc qui font et électricité et chaleur. Après, alors je remonte sur les notions d'unités de méthanisation centralisée. Là, ça va être des unités qui entre guillemets ratissent large et qui vont chercher différents types d'intrants sur un territoire peut-être un peu plus large que ce qu'on peut voir sur les installations à la ferme. Mais effectivement, on reviendra peut-être un peu plus tard sur ces questions-là avec les prochains intervenants. Pour finir, un point sur où on en est en termes de développement. Aujourd'hui, la production d'énergie à partir de biogaz augmente beaucoup, notamment sur les notions justement de cogénération qui prennent
qui prennent de l'ampleur. Là, c'est un graphique qui s'arrête en 2013, mais sur les années suivantes, on a vu que ces installations-là se développaient beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'introduction. Je vais laisser la parole maintenant à Bruno de l'AL08 qui va vous parler de la charte méthanisation qui est en cours de finalisation du côté d'énergie partagée. Alors bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter la charte méthanisation et avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique en fait, pourquoi on a fait cette charte et dans quelles conditions elle a été élaborée. En fait, à énergie partagée, on était au début, on était plutôt habitué à des projets ENR relativement. Oui. Bruno, excuse-moi, est-ce que tu peux reculer légèrement ton micro parce qu'on t'entend vraiment fort? Ouais. J'ai peur que ça sature un peu. Voilà, si tu peux le reculer un tout petit peu. Voilà. Parfait, merci. Oui. C'est mieux comme ça ou... Est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Voilà, donc en fait, donc je disais qu'on était habitué à des projets ENR plutôt classiques en photovoltaïque, éolien, etc. Et du coup, quand on faisait l'analyse des projets pour regarder leur compatibilité avec la charte énergie partagée, finalement, on était plutôt on s'intéressait surtout aux critères de gouvernance, d'ancrage local, etc. C'était relativement simple à évaluer. Et ensuite, après, on a des projets de méthanisation qui sont arrivés au sein d'énergie partagée et pour lesquels il a fallu statuer. Et donc, du coup, on s'est posé des questions qui n'étaient pas évidentes à répondre dans un premier temps. Donc on s'est dit on va essayer de réfléchir à la question et en même temps on avait dans le même temps des projets qui attendaient un peu nos décisions. Donc on a parallèlement commencé à instruire des projets et développer une charte de méthanisation pour essayer de répondre aux questions qui se posaient. Et en particulier parmi les critères d'évaluation des projets, il y a des questions environnementales qui se posaient avec la méthanisation, qui se posaient pas avec les autres ENR, en particulier parce que la méthanisation, on travaille avec du vivant et qui a des conséquences sur un certain nombre de secteurs. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Donc la méthanisation, comme c'était dit dans le titre, c'est une énergie renouvelable qui n'est pas comme les autres, parce que évidemment elle est en lien avec l'agriculture. Donc la question s'est posée de sur quel type d'agriculture on va pouvoir adosser la méthanisation. Il suffit pas de faire des ENR pour que ce soit forcément vertueux. Donc la question de l'agriculture, un point central. Ensuite, on a une production qui est en lien avec les déchets. Il y a, comme on vous l'a dit précédemment, de nombreuses voies de valorisation, électricité, chaleur, gaz, carburant. Une potentielle de nuisance pour l'environnement, puisque au cours de la vie d'une exploitation, il peut y avoir des fuites de méthane, il peut y avoir tout un tas de nuisances pour les gens qui sont à proximité, pour les questions climatiques, etc. Et ces évolutions posent la question de savoir si, au cours du temps, ces unités de méthanisation qui dériveraient, on va dire, est-ce qu'elles seraient encore dans les critères d'énergie partagée? Donc à partir de là, on s'est posé la question quelles pratiques encourager, que ce soit sur le plan agricole, gestion des déchets, sur les modes de valorisation, sur le suivi des unités de méthanisation pour lesquelles nous on était engagés à énergie partagée, donc quelles pratiques encourager, et ensuite comment on allait pouvoir garantir le maintien des caractéristiques d'un projet de méthanisation au cours du temps. Donc la réflexion, elle a été menée depuis 2014, donc c'est vrai que c'est un petit peu long à sortir, mais le sujet est complexe, donc la réponse aux questions n'était pas simple. Les différents partenaires qui ont participé, donc il y a eu Solagro, des agriculteurs essentiellement dans l'ouest de la France, le CIVAM 44, et puis Sergi.
Donc on a mené une réflexion et en même temps on s'est intéressé aux appels à projets qui étaient lancés au niveau national et au niveau régionaux pour essayer de voir quels étaient les critères qui étaient déjà existants pour évaluer les projets. Et en fait on s'aperçoit quand on fait ce travail que la question agricole, elle est très peu prise en compte. On s'attache aux questions de valorisation énergétique, on s'attache à certains types de matériel qu'on va mettre en place, mais la question vraiment de l'agriculture sur laquelle on adosse la méthanisation, elle est très peu prise en compte. Et en fait, pour nous, c'est quand même un point central, puisque il y a aussi, au-delà de la vision de transition énergétique, il y a aussi tout ce qui concerne la transition écologique du modèle agricole et de l'alimentation qu'on veut mettre en place dans l'avenir. On a élaboré une trentaine de critères d'évaluation qui sont des critères de gouvernance, donc des critères de gouvernance qui sont des critères spécifiques à la méthanisation, puisqu'on a les critères de gouvernance globaux pour tous les projets ENR, donc on a redéfini des critères qui pouvaient être spécifiques de la méthanisation. Des critères agricoles, là je l'ai mis en rouge parce qu'en fait les critères agricoles, c'est vraiment les critères qui ont été le plus sujet à discussion, à débat, et parfois des débats contradictoires qu'il a fallu trancher. Des critères environnementaux, des critères énergétiques. On n'a pas retenu de critères de typologie de projet, puisque en fait, selon les territoires, selon les acteurs, selon la typologie de l'agriculture localement, la pertinence des projets, elle peut être soit sous forme de petits projets, des projets collectifs, des projets centralisés, territoriaux, etc. Donc c'était pas un critère pertinent. Et puis ensuite, après ça, ces critères, on leur a donné des importances plus ou moins, on a pondéré des importances plus ou moins grandes, en distinguant donc ce que vous verrez par la suite dans le diaporama des critères qui sont en rouge, qui sont des critères discriminants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des critères qui font qu'on ne va pas prendre un projet. Des critères de vigilance. Donc là, ça veut dire que on peut accepter le projet, mais à condition que il y ait certaines choses qui soient modifiées ou qui soient compensées, notamment par ce qu'on appelle aussi les critères de bonification, qui sont des critères où quand on répond à ces critères, on a tout de suite une meilleure écoute et on est le projet rentre dans un processus vraiment de début d'acceptation, quoi. Donc la question agricole dont je vous ai dit qu'était une question centrale pour l'évaluation des projets, il y avait de nombreuses difficultés en fait, c'est-à-dire comment on allait se situer quand on avait des projets qui arrivaient entre des projets qui sont adossés à une agriculture paysanne et d'autres à une agriculture industrielle. Alors pour caricaturer, on pourrait dire la ferme des 1000 vaches par exemple. Ensuite, on a une diversité d'exploitation, diversité de projets, ce qui sont individuels, collectifs, territoriaux, agricoles, industriels, enfin voilà, tout un tas de typologies de projets. Selon les territoires auxquels on s'adresse, on n'a pas le même type d'agriculture, donc pas les mêmes problématiques, pas la même façon de voir la méthanisation. Et aussi, on a voulu se positionner finalement dans une posture qui permettait d'accompagner un virage de l'agriculture, puisqu'on est dans une transition et que il fallait tenir compte aussi des réalités, c'est-à-dire qu'on est globalement dans une agriculture intensive et que il fallait accompagner le virage et permettre ce virage en acceptant sans trop se renier un certain nombre de souplesses qui permettaient d'accompagner ce virage. Alors pour ça, on a trouvé que ce qui correspondait bien à la démarche et un petit peu à notre éthique, c'était le scénario After 2050 qui a été utilisé comme cadre, parce que donc ce scénario qui a été développé par Solagro, donc c'est une
prospective pour l'agriculture, pour une agriculture qui à la fois va permettre d'alimenter les gens, mais également de produire de l'énergie et des matériaux de construction. C'est une agriculture qui se désintensifie avec 90% de l'agriculture qui devient biologique, intégrée, agroécologique, de conservation, etc. Donc on a vraiment, pour 2050, dans cette perspective, on a une évolution de l'agriculture vers des pratiques plus vertueuses. C'est aussi un scénario qui prend en compte l'assiette de demain, donc avec un déplacement de la ration en protéines, notamment des protéines animales vers les protéines végétales, la méthanisation qui est considérée comme un levier important de la transition énergétique, notamment on vous a dit tout à l'heure que on pouvait produire du gaz, on peut produire du biocarburant, du biométhane carburant, et tout ça sont des formes d'énergie qu'on peut stocker, et donc il est important aussi de considérer tout ce volant de stockage qu'on va pouvoir faire avec la méthanisation. C'est aussi un outil très important pour tout ce qui concerne l'agronomie. En fait, on va pouvoir utiliser les digestats, on va pouvoir les substituer aux engrais de synthèse, donc la méthanisation, un levier pour la transition énergétique et agroécologique. Dans ce scénario, on privilégie plutôt les approches collectives et coopératives, donc une manière aussi de recréer du lien entre les agriculteurs et les acteurs des territoires ruraux, et puis la biomasse végétale qui va être déplacée, de l'animal vers le végétal, donc notamment à travers les cultures intermédiaires qu'on va pouvoir utiliser pour alimenter les méthaniseurs, et qui vont permettre aussi de protéger les sols de l'érosion et stocker du carbone. Et avec ce scénario, on arrive à un facteur concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2,5 à l'horizon 2050. Alors, donc nous, avec nos réflexions, on arrive sur les questions de critères d'élevage. Alors, pour donner un petit peu quelques exemples de critères qu'on a élaborés, qu'on va utiliser dans l'analyse des projets, on a voulu favoriser les bonnes pratiques sur les élevages pour des questions de qualité alimentaire, de bien-être animal, et puis aussi de réduction des intrants dans les exploitations agricoles. Donc un critère de bonification, c'est quand des projets arrivent, si ces projets sont basés sur des élevages extensifs, notamment des élevages qui peuvent être aussi en label qualité, donc agriculture biologique, appellation d'origine contrôlée, etc. Donc ça, c'est plutôt des critères positifs quand on analyse les projets. À l'inverse, les projets industriels sont des projets qu'on va rejeter. Alors qu'est-ce qu'on attend par industriel? Ce sont des projets dans lesquels les élevages, il n'y a pas de lien avec le sol, c'est-à-dire qu'on ne produit pas d'aliments sur l'exploitation agricole, on n'a pas de surface pour répandre les déjections, etc. Donc on a voulu, par ce type de critères, favoriser les bonnes pratiques de l'élevage. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on voulait accompagner également le virage de l'agriculture. Donc c'est un peu la position qu'on a essayé d'adopter pour les élevages intensifs. Donc les élevages intensifs, à la différence des élevages industriels, c'est des élevages dans lesquels on a un lien encore avec le sol. Donc pour permettre les évolutions, on va accepter des élevages intensifs sous condition, en considérant que si on est dans un projet individuel agricole, par exemple, on l'admet que si il y a une évolution qui est envisagée à court terme vers des pratiques plus vertueuses, donc extensives avec labellisation, etc. Et si on est en collectif, on va limiter la participation des projets intensifs à un certain pourcentage, donc 10% du potentiel méthanogène, et avec le fait que la participation des élevages intensifs dans le projet ne bloque pas le projet dans son évolution vers la désintensification. Mais on demande aussi que les autres critères pour des projets qui incluent des élevages intensifs, que les autres critères soient performants pour accepter le projet.
rapidement d'autres critères qui vont être utilisés pour l'analyse. Donc on ne veut pas qu'il y ait d'extension ou de création d'élevage intensif pour des projets qui sont présentés à énergie partagée, que la méthanisation ne doit pas réduire l'autonomie alimentaire des élevages, ce qui veut dire que on ne va pas arrêter de nourrir les animaux pour nourrir le digesteur. Voilà le type de critères qu'on va mettre en place sur l'élevage. Je vous les fais pas tous. Ensuite, après la question des cultures, les cultures sont des sujets qui sont aussi controversés, qui sont beaucoup discutés. Nous, on a voulu adopter la posture évidemment, de pas concurrencer la production alimentaire, mais de donner quand même un peu de souplesse au projet, parce que finalement l'agriculture, elle dépend évidemment du climat, du contexte pédologique, le sol, etc. Et du coup, il faut donner de la souplesse, on travaille avec du vivant, et on a décidé d'accepter des cultures qu'on appelle des cultures principales, qui peuvent être soit des cultures alimentaires, soit des cultures énergétiques, à un certain pourcentage du tonnage moyenné sur 5 ans, donc 5%, ce qui permettait de donner la souplesse dont je vous parlais. Ensuite, après les cultures intermédiaires, donc c'est des cultures qu'on va faire entre des cultures principales, qui sont pas des cultures qui servent à l'alimentation. Et là, on donne pas de limitation. La seule chose qui est importante, c'est que ces cultures intermédiaires ne conduisent pas à l'augmentation de l'utilisation des phytosanitaires sur les cultures, mais au contraire que ça conduise à une diminution globale de l'utilisation des phytosanitaires en comparant avant-après. Ensuite, après des critères sur les intrants, la fertilisation et le digestat, je parlerai surtout. Alors évidemment, on cherche, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le digestat, on cherche à réduire l'utilisation des engrais de synthèse. Donc on va aussi demander aux porteurs de projet d'avoir une analyse de avant méthanisation, après méthanisation, pour être sûr qu'il y a une bonne utilisation du digestat et qu'on va réduire l'utilisation des engrais de synthèse sur les exploitations agricoles. Ensuite, il y a la question de l'agriculture biologique, les digestats qu'on épand sur les terres. En agriculture biologique, on ne peut pas utiliser n'importe quelle matière dans les digesteurs. Et on a voulu que les matières qui soient introduites dans les digesteurs permettent un épandage en agriculture biologique de manière à favoriser des bonnes pratiques d'une part, mais aussi quand on est en collectif, s'il y a des gens qui sont pas en agriculture biologique et qui veulent passer en agriculture biologique au cours d'un projet, ils puissent le faire et qu'ils soient pas bloqués parce que dans ce collectif, il y a des matières qui vont pas pouvoir être répandues. Et comme un projet de méthanisation, ça va durer 15-20 ans, en fait, si ça peut pas être répandu en agriculture biologique, on va figer les projets et du coup, en même temps, les agriculteurs qui y participent peuvent pas évoluer vers l'agriculture biologique s'ils veulent le faire. Donc ce critère-là, il est important de dire si on est en projet agricole, 100% agricole, on va demander à ce que les intrants qui sont mis dans le méthaniseur permettent un épandage des digestants en agriculture biologique. On a fait une petite distinction pour les projets qui sont mixtes, c'est-à-dire où il y a de l'agricole et puis des déchets. On a fait une petite distinction, c'est-à-dire qu'on accepte le projet si l'épandage en agriculture biologique n'est pas possible, à condition qu'il y ait un intérêt avéré pour le territoire. Alors, qu'est-ce que c'est un intérêt avéré pour le territoire? Ça peut être, par exemple, on est sur un territoire qui essaye d'aller vers un territoire énergie positive, par exemple. Ça peut être voilà une utilisation de la chaleur qui va profiter à toute la commune. Ça peut être il peut y avoir une certaine souplesse à ce niveau-là. Philippe, nous avons Rebecca Bourru qui demande une précision à propos des intrants bio. Ouais. Je réponds aux questions maintenant alors. Peut-être celle-là parce que tu es en plein dessus et après on en a quelques autres qu'on te soumettra par la suite. Alors, la question c'est donc s'il y a des intrants bio des intrants qui ne viennent pas de l'agriculture biologique, donc c'est pas possible, ça rentre pas dans la charte.
Non, alors c'est pas des intrants qui viennent de l'agriculture biologique. Ce sont des intrants qu'on va pouvoir épandre en agriculture biologique. Ça ne veut pas dire que les matières, elles sont, on peut utiliser des fumiers qui proviennent pas d'agriculture biologique. Mais par exemple, on peut pas utiliser des fumiers qui viennent d'exploitation industrielle. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir utiliser des déchets d'industrie agroalimentaire. Voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que les déchets viennent d'une exploitation agricole en agriculture biologique, par exemple. Ensuite, sur les critères environnementaux, rapidement, on a distingué un certain nombre de critères, dont certains qui permettaient de mesurer la volonté des porteurs de projets à prendre en compte les questions environnementales. Les questions environnementales, pour l'essentiel, concernent les émissions de gaz à effet de serre, et donc on a sur la diapo que vous voyez là, il y a différents critères qui ont donc une importance en fonction de leur couleur, et en particulier la question du contrôle de l'installation. C'est une question qui est très importante parce qu'on s'aperçoit qu'au cours du temps, finalement, dans une exploitation, il peut y avoir de la dérive des paramètres, on va devenir de moins en moins performant, on va faire des économies pour pas changer tel ou tel type de matériel, et puis on peut avoir des fuites qui s'installent, qui peuvent être des fuites soit ponctuelles, soit diffuses, et en fait qui vont dégrader vraiment le bilan gaz à effet de serre de l'installation, et c'est quelque chose qui a été souligné dans le dernier avis de l'ADEME qui est paru là en septembre ou en novembre, je sais plus. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, d'avoir un contrôle régulier de l'installation, et notamment ce contrôle régulier, nous on demandera à Énergie Partagée qu'on ait un rapport annuel le bilan de l'exploitation pour savoir ce qu'il en est sur ce qui a été réalisé, sur les incidents, sur la maintenance qui a été réalisée, etc. Autre exemple, par exemple les cuves de stockage qui soient stockées. Là, je vous ai mis une petite photo où on voit un digestat qui est à l'air libre. Donc, non seulement on va perdre l'azote volatile, mais en plus on va diluer le digestat, et c'est pas une bonne pratique. Donc, c'est quelque chose d'important. On demandera dans les projets à ce qu'il y ait une couverture de toutes les fosses. Le moteur, si on est sur de la cogénération, par exemple, on va demander à ce que les moteurs soient 100% au gaz plutôt que d'avoir des moteurs dual fuel. Donc il y a tout un tas de critères environnementaux comme ça qu'on a élaborés qui vont permettre à l'analyse des projets. Alors un bon critère de bonification, par exemple, en bas, vous voyez que vous avez valorisation du biogaz sur la fosse de stockage. C'est des choses qui sont pas toujours mises en œuvre. Même par chez nous dans les Ardennes, c'est relativement peu mis en œuvre, et du coup on va éventuellement couvrir la fosse de stockage, mais on va pas récupérer le gaz. Donc ça peut être non négligeable, et les émissions de méthane peuvent être non négligeables, et du coup c'est intéressant de pouvoir récupérer ce gaz, à la fois pour l'environnement mais aussi pour l'installation, pour l'efficacité énergétique de l'installation. Ensuite, dans les critères environnementaux, il y a aussi mesurer la volonté du porteur de projet de prendre en compte le contexte local. Ça veut dire essayer de voir comment on a, au cours du développement du projet, comment on a essayé de mettre dans la boucle assez rapidement les porteurs, les acteurs locaux, les riverains, les citoyens, etc., pour voir comment on essaye de fédérer autour du projet et d'essayer de convertir les gens à la méthanisation pour qu'il n'y ait pas d'opposition, pour que tout le monde se sente concerné par des projets à côté de chez soi. Et donc on va mesurer le niveau d'engagement de la concertation, et on va aussi on essaiera, quand on analyse les projets, de savoir s'il y a une opposition locale, évidemment en essayant d'évaluer le bien fondé de cette opposition, puisque aujourd'hui tout le monde sait que les projets, pas simplement les projets de méthanisation, mais les projets en général subissent des oppositions qui sont pas toujours fondées, et donc il faudra être capable de faire le distinguo entre ceux qui le sont et ceux qui le sont pas. Et puis ensuite, après, toutes les mesures qui ont été prises par le porteur de projet pour essayer de prévenir les nuisances en termes de bruit, d'odeur, etc. Voilà le type de critères.
qu'on passera au crible. Sur les critères énergétiques, on essaye d'être au maximum sur l'efficacité énergétique. Donc, on s'est donné des valeurs chiffrées pour la cogénération. Donc, une efficacité, un rendement de 55% de l'utilisation de l'énergie, sans compter l'utilisation pour l'unité, et de 85% pour l'injection de biométhane dans les réseaux. Il y a aussi un critère que je trouve intéressant qui a été mis, c'est la maîtrise de la demande en énergie. Globalement, par exemple, si on va chauffer des bâtiments avec la chaleur, est-ce que avant on a essayé de regarder comment on pouvait être le mieux maîtriser l'énergie qu'on consomme en réfléchissant à l'isolation, etc. Pour pas utiliser de l'énergie pour utiliser de l'énergie. Et en fait, toutes ces questions d'efficacité énergétique, elles sont importantes puisque notamment les nouveaux tarifs d'achat de l'électricité qui sont sortis tout récemment là ne prennent plus en compte, il n'y a plus de primes pour la valorisation de la chaleur, donc il faut que nous on soit vigilants là-dessus, à avoir des taux de valorisation de chaleur d'énergie globalement qui soient importants, et puis aussi avoir un droit de regard aussi sur la façon dont on utilise la chaleur. Voilà, ça fait partie des points sur les critères énergétiques. Alors, j'ai souhaité terminer sur les critères de gouvernance parce que c'est un petit peu ce qui va chapeauter tout l'ensemble. C'est-à-dire, on a élaboré ce qu'on appelle un critère de comité de suivi. Et ce critère de comité de suivi, il va avoir pour rôle de voir que le projet répond aux critères dans la durée et pas simplement au moment où le critère est présenté à énergie partagée. Donc là, on a distingué deux choses, d'une part, deux situations. D'une part, les projets qui sont en ICPE à déclaration ou enregistrement. Donc dans ce cas-là, énergie partagée fait partie en tant qu'associé, fait partie du comité de gestion ou qu'on appelle aussi comité stratégique, comité de direction, et donc va pouvoir représenter tout ce qui concerne les projets citoyens, donc l'ancrage local, et en même temps va pouvoir aussi avoir un regard sur la qualité environnementale des projets. Donc là, on a considéré que le comité de suivi pouvait être fait par le comité de gestion. Évidemment, si on peut inclure dans cette instance une association environnementale, la collectivité, c'est un plus qu'on regardera aussi. Pour ce qui est d'une configuration type ICPE autorisation, donc quand on est à autorisation, on sera plutôt sur un comité de suivi qui sera inscrit dans les statuts ou le pacte d'actionnaires de la société d'exploitation du projet et qui en plus du représentant d'énergie partagée, aura une association environnementale reconnue, parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer une association rapidement pour s'opposer au projet, et puis la collectivité et d'autres acteurs locaux pour avoir un regard sur le projet. Donc tout ça sera, toute la vie du projet sera consignée dans un rapport qui sera annuellement envoyé à énergie partagée. Et ça, ce point-là est important parce qu'il permettra vraiment au cours du temps de vérifier que le projet reste dans les clous d'énergie partagée et ne dérive pas, quoi. Donc les objectifs de tout ça, donc c'était de ce comité de suivi, c'est de maintenir les caractéristiques du projet, je vous l'ai dit, prévenir les nuisances environnementales, donc pas de dérive des paramètres au cours de la vie du projet. Ça permet aussi de rassurer les riverains et les opposants, finalement, de se dire qu'il y a un comité de suivi dans lequel il y a des acteurs du territoire. Mais il faudra aussi que ce comité de suivi soit considéré non pas comme un flicage, mais comme un outil de bonne gestion du projet. Finalement, si on n'a pas de fuite sur une installation, c'est autant d'énergie qu'on va pouvoir valoriser. Et puis, en termes d'image pour énergie partagée, c'est important de ne pas avoir de contre-référence
que des personnes pourraient nous reprocher. Voilà, en conclusion, j'ai été très vite parce que c'est très dense et c'est difficile de résumer un peu tout ça. En conclusion, c'est qu'on a élaboré un cadre dont on a conscience qu'il est relativement exigeant, mais qui est malgré tout nécessaire, puisqu'il faut qu'on réponde à un des piliers de notre charte, qui est la question environnementale, et donc on ne peut pas s'exonérer de répondre à un certain nombre de critères de bonne pratique. Alors tout ça, évidemment, ça conduit à des difficultés pour instruire les projets, c'est-à-dire il va falloir accompagner les projets, il va falloir parfois les co-construire, c'est-à-dire avec les porteurs de projets, leur dire un peu pourquoi, comment, et puis il y a la question du suivi aussi des projets, comment on va mettre ça en place, et ce qui est important en particulier pour ce suivi, ce sont les relais locaux qui connaissent le terrain, qui connaissent les acteurs directement, et qui vont être très précieux pour ce travail. Je tenais à dire aussi que la charte elle n'est pas figée. Il y a des évolutions qui vont pouvoir se mettre en place peut-être si on rencontre des situations inédites, si la mise en application rencontre des difficultés qui n'ont pas été prévues, ou voilà, c'est pas fermé. Mais l'intérêt c'est qu'on est déjà sur une base de réflexion et qu'on essaye d'aller vers des bonnes pratiques. Ensuite, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à des mesures coercitives si le projet dérive, qui correspond plus à ce qu'il était au début, qu'il a été présenté énergie partagée. Comment on va gérer ces situations-là? Pour l'instant, on n'en a pas encore débattu. Et la question du coût aussi pour énergie partagée, d'accompagner ces projets, une question à laquelle il faut réfléchir parce que c'est du temps, c'est des gens, etc. Donc voilà, il faudra aborder toutes ces questions aussi dans l'avenir. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà. Merci. Ok, super. Merci Bruno. Du coup, bon, il y a eu quelques questions, donc on y reviendra à la fin. Je vais maintenant laisser la parole à Suzanne Renard, donc d'Enercop, qui va nous présenter ce qu'elle fait chez Enercop vis-à-vis de ces notions-là, et puis également aborder la question du raccordement au réseau pour l'idée d'injection du biogaz sur le réseau. Voilà. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ouais, c'est bon? Ok, super. Voilà, donc là, on voulait faire un petit point sur la partie raccordement réseau. Donc Bruno a parlé de la valorisation, génération ou injection. Et là, on voulait juste faire un point sur vraiment les réseaux, que ce soit électricité ou gaz. Donc faire un panorama rapide et puis ensuite, je parlerai d'Enercop. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc une fois qu'on a une production de biogaz sur le site de méthanisation, on se pose la question de est-ce qu'on fait de l'injection de biométhane, donc dans les réseaux de gaz, ou de la cogénération, donc en valorisation, chaleur et électricité. La position de la plupart des acteurs de la filière et aussi bien sûr d'Enercop et d'énergie partagée, c'est de dire ce choix de valorisation, il doit se faire en fonction du contexte local. Donc, est-ce que si on a une production de chaleur par cogénération, on peut valoriser la chaleur, l'utiliser de manière pertinente et cela toute l'année? Est-ce que si on veut faire de l'injection de biométhane, on a un réseau de gaz qui est assez proche et qui nous permet d'injecter la production toute l'année? Donc, il y a vraiment une question à se poser sur le contexte. Et là encore, la méthanisation, on est sur une ENR où il n'y a pas de bonne réponse en tant que telle, et ce qui va être important, c'est de regarder quels sont les besoins du territoire et quelles sont les infrastructures qui sont en place, et qu'est-ce qui va être pertinent en réponse à tout ça. Les deux valorisations sont soutenues d'un point de vue économique, donc par des mécanismes de tarifs d'achat. Ça, c'est pour l'injection de biométhane, et ensuite pour la cogénération, qui a été soutenue depuis un peu plus longtemps. Il y a plusieurs mécanismes en fonction de la puissance
électriques installés des sites, donc la puissance du moteur de cogénération. Ça peut être des tarifs d'achat, des compléments de rémunération ou des appels d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui fait des appels d'offres. Là, le dernier, c'était à l'été. Le prochain, ça sera pour septembre 2017 pour des unités de plus de 500 kW électriques. Donc l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz est assez récente puisqu'elle est autorisée et soutenue uniquement depuis fin 2011. Aujourd'hui, il y a 24 sites qui injectent du biométhane dans les réseaux. Donc c'est la carte qui vous a été présentée au début de cette session. Et pour pouvoir injecter, ce qu'il va falloir faire, c'est épurer le biogaz, transformer en biométhane, donc vraiment séparer tous les composés et notamment le CO2 qui sont présents dans le biogaz mais qu'on ne va pas vouloir injecter dans les réseaux. Et puis ensuite l'injecter dans une maille gaz à proximité. L'enjeu pour cela, c'est le fait que le réseau de gaz n'est pas présent partout et potentiellement il ne peut pas absorber toute la production de biogaz, J'y reviens juste après. Et par contre, la production d'électricité, donc notamment par cogénération, avec une production de chaleur simultanée, elle est toujours possible parce qu'on a des réseaux électriques qui sont présents partout. Potentiellement, il peut y avoir besoin d'un renforcement réseau, mais on n'est pas sur les mêmes contraintes d'infrastructure que pour le gaz. Mais par contre, elle présente un moins bon rendement que l'injection de biométhane. Donc ça fait écho aux critères qui ont été évoqués par Bruno, où il y avait un taux de valorisation de l'énergie qui était plus bas dans la charte EP pour la valorisation en cogénération que pour la valorisation en injection, parce que structurellement, techniquement, au niveau vraiment des équipements et des procédés, si on produit de l'électricité et de la chaleur, on va être sur des rendements moins élevés que si on injecte du biométhane. Et là, par contre, la question du débouché chaleur, c'est vraiment un enjeu majeur, à la fois environnemental, parce que si on ne valorise pas la chaleur qu'on produit, ça veut dire qu'en fait, il y a une partie de la production de biogaz et une partie de la production de l'ENR qui n'est pas du tout valorisée, donc en fait, on produit pour rien d'une certaine manière. Et puis, c'est aussi un enjeu économique, puisqu'il va falloir que les producteurs vont souhaiter vendre leur chaleur pour avoir un complément de rémunération. Donc là, vraiment, la question du contexte, elle est très importante dans le choix de cette valorisation. Et ensuite, on voulait faire un petit focus sur l'injection dans le réseau, puisque comme c'est une valorisation qui est plus récente, elle est un peu moins connue. Je pense que la cogénération, ça fait vraiment plusieurs années que c'est en place. Vous avez vu le nombre de sites, il y a plus de 200 sites de cogénération en France, donc c'est un petit peu plus connu que l'injection de biométhane qui concerne uniquement 24 sites aujourd'hui. Donc pour valoriser son biogaz par injection dans les réseaux, la première étape c'est d'épurer le biogaz. Le biogaz schématiquement c'est à peu près pour moitié du CO2, pour moitié du méthane, du CH4. Et puis, il y a aussi quelques autres composés chimiques en fonction de ce qu'on a mis en entrée. Ça peut être un peu de soufre, ça peut être d'autres composés, mais qu'on sait très bien piéger. L'étape d'épuration, c'est vraiment séparer tous ces composés-là, séparer le CO2 et avoir en sortie du biométhane, donc vraiment un gaz qui est composé quasi uniquement de méthane et qui va avoir les mêmes propriétés physiques et chimiques que le gaz de réseau, que le gaz naturel qui circule dans les réseaux aujourd'hui. Une fois que le biométhane est épuré, il va être possible de l'injecter. En fait, il va complètement se mélanger au gaz qui circule dans les réseaux et on n'aura pas du tout de questions techniques ensuite de dilution ou autre. On injecte et on se pose, il n'y a aucune question à se poser. Le procédé d'épuration, il est parfaitement maîtrisé par tous les sites qui injectent aujourd'hui. Il y a des technologies différentes d'épuration qui sont utilisées. Ça peut être des membranes, ça peut être des lavages à l'eau, ou des lavages aux amines. Enfin, vraiment, il y a une diversité de technologies. Et il y a aussi différents fournisseurs pour chacune des technologies. Donc cette brique-là, c'est une brique qui est une brique très technique, mais c'est une brique qui est très maîtrisée. Et ensuite, pour l'injection, donc on épure le biogaz, on se retrouve avec du biométhane. Là, on veut l'injecter dans le réseau. Et on se retrouve face à la question du réseau de gaz, donc des infrastructures qui sont déjà présentes. Et là, il y a deux enjeux majeurs.
La première, c'est que le réseau de gaz n'est pas présent partout. Le réseau de distribution, donc, est surtout opéré par GRDF et localement parfois par d'autres opérateurs. Il dessert 10 000 communes, donc sur les 36 000 communes françaises, on voit que le gaz n'est pas présent partout. Et puis après, il y a aussi le réseau de transport de gaz. Donc, vous pouvez entendre ces deux termes-là. Le réseau de transport, c'est vraiment des plus grosses canalisations. C'est un petit peu les autoroutes du gaz, entre guillemets, en France. Là, le réseau de transport peut passer dans d'autres communes, notamment il peut passer dans des communes qui sont peut-être pas desservies en gaz par ailleurs. Mais là aussi, voilà, comme c'est un peu des autoroutes, il n'y en a pas partout. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a un réseau de gaz qui est présent à côté du site de méthanisation? Quand on dit à côté, ça veut dire à 500 mètres, à 1 km, à 2 km. Au-delà de 2-3 km, on commence à avoir des coûts de raccordement vraiment très élevés. Et la question ensuite de la faisabilité économique du raccordement se pose. Parce que les ratios, c'est à peu près 150 € du mètre pour des réseaux de gaz. Et le raccordement est aux frais du producteur. Et ensuite, le deuxième enjeu, je vois qu'il y a des questions qui sont en train de se poser, j'y reviens juste après. Mais le deuxième enjeu pour l'injection dans les réseaux de gaz, c'est les consommations, la saisonnalité. Parce qu'en fait, il faut imaginer que le réseau de gaz, on dit qu'il est descendant en pression, donc il y a des étages de pression différentes. Et une fois que le gaz est arrivé auprès d'un village, ou voilà, qu'il est à une échelle locale assez petite, si on injecte dans ce réseau-là, on ne peut pas aller desservir la ville qui est à 10 ou 20 km. C'est plutôt, on est en bout de chaîne d'une certaine manière, et le gaz ne peut pas vraiment remonter le réseau. Donc là, en fonction des architectures du réseau, la personne ne peut savoir, à part les gestionnaires de réseau, mais il y a des canalisations qui peuvent absorber plus ou moins de biométhane. Et plus ou moins, ça veut dire beaucoup ou pas beaucoup, et puis ça veut aussi dire peut-être plus l'hiver et moins l'été, puisque les consommations de gaz, comme c'est surtout du chauffage, c'est très saisonnier. Alors que le site de méthanisation va produire toute l'année. Donc là aussi, il y a une contrainte dans le sens où il y a certains sites qui sont obligés de limiter le biométhane qu'ils injectent pendant l'été, parce qu'il n'y a pas assez de consommation de gaz localement pour absorber toute cette production-là. Ça c'est une question qu'on n'a pas en cogénération et en valorisation électrique. C'est une question qui est importante pour l'injection du gaz dans les réseaux. Donc la conclusion un peu de ces enjeux-là, c'était de dire, vraiment si vous accompagnez ou si vous êtes un porteur de projet en méthanisation et que vous envisagez la valorisation en injection, allez contacter assez rapidement les gestionnaires de réseaux de gaz. Donc voilà, les principaux, c'est GRDF pour la distribution, GRT Gaz et TIGF pour le transport de gaz. Et c'est vraiment ces personnes-là qui vont pouvoir vous conseiller sur la distance au réseau et puis les capacités d'absorption des réseaux. Sachant qu'il y a différentes solutions qui sont aussi envisagées. Du rebours, donc ça serait cette possibilité de remonter le réseau et donc d'aller desservir la grosse ville d'à côté alors que jusqu'à maintenant c'était pas possible. Mais voilà, là il y a des pilotes qui vont être lancés. Du gaz porté, vous en avez peut-être entendu parler, ça c'est le fait de liquéfier le biométhane. Donc on épure sur les sites, ensuite on liquéfie, donc on met le gaz à moins 160 degrés. Il va complètement diminuer de volume. Et il va être sous forme liquide, et en fait on le transporte dans des camions réfrigérés pour aller l'emmener à un endroit où on va pouvoir l'injecter dans le réseau. Donc là il y a un premier site qui s'appelle Métabray, qui est dans le centre Val-de-Loire, qui est en cours de construction et qui est sur ce modèle-là. Donc ça va être le premier site en France sur lequel aussi on va pouvoir se poser des questions de est-ce que c'est faisable ou pas. Donc là ce site-là il est à 16 km du réseau. Donc c'est pour ça qu'ils ont envisagé cette solution. Et puis potentiellement peut-être des évolutions de tarifs d'achat qui sont défendues par certains acteurs de la filière pour permettre ces nouvelles solutions-là et donc élargir un peu le cadre économique. Mais là c'est vraiment plus prospectif. C'est un peu tout ce qu'on voulait dire sur la partie enjeux liés à la cogénération et à l'injection dans les réseaux de gaz.
Je vois qu'il y a des questions, du coup on les prend après plutôt. Du coup, si c'est rapide, tu peux y répondre maintenant. Ouais, alors je vais juste les passer en revue et je vois si je peux répondre rapidement. L'intérêt de l'injection de Alors, gaz, aussi le fait qu'on peut stocker l'énergie, bah oui, complètement, puisque en gaz on a des stockages souterrains et il y a une grosse part, il y a entre 10% et un tiers, ça dépend des années, mais de la consommation de gaz annuelle qui est stockée dans les stockages. Donc le gaz, voilà, par rapport à l'électricité qui est une énergie en flux tendu, en gaz on peut avoir du stockage et donc avoir des flexibilités. Et de la transporter, voilà, bah oui, on peut aussi la transporter, notamment la liquéfiant, le stockage du biogaz, l'injection n'est pas possible. S'assurer que le débit est supérieur à votre débit d'injection. Oui, c'est ce qu'on a dit, je pense. Ça va le stocker sur votre unité, voilà, sachant qu'il y a quand même peu de stockage de gaz sur les unités directement, parce que ça serait des stockages pas comprimés, c'est des stockages qui prennent vite de la place, on est sur d'autres enregistrements, déclarations ICPE. C'est le stockage à grande échelle de biogaz sur les installations, c'est pas quelque chose qui est envisagé. La méthanisation est-elle dimensionnante pour l'investissement sur le réseau de distribution de gaz? La méthanisation, non, elle n'est pas dimensionnante. Aujourd'hui, la plupart des investissements qui sont faits sur le réseau de distribution de gaz, c'est surtout des investissements de renouvellement des canalisations existantes. Et elle n'est pas encore, la filière injection n'est pas assez grosse aujourd'hui pour dimensionner les investissements sur les réseaux de distribution comme ce qu'on peut connaître en électricité. Donc c'est encore, voilà, on est vraiment à une étape beaucoup plus jeune et beaucoup plus en amont. Du coup, dernière question sur l'idée de mettre le biométhane en bouteille ou de l'utiliser dans les stations de véhicules. Ça, c'est des choses qui sont envisageables aussi, du coup. Alors, pour les stations de véhicules, oui, complètement. Alors, l'idée, ça va quand même souvent être de raccorder la station au réseau pour justement pouvoir bénéficier des capacités de stockage du réseau, de foisonnement. Que si l'unité de méthanisation a une maintenance à faire sur un compresseur ou sur quelque chose, on puisse quand même aller remplir le véhicule à la pompe. Par contre, sur la possibilité de fournir des bouteilles, ça non. Je pense que quand on parle de bouteilles, on a plutôt du butane en tête. C'est pas les mêmes types de gaz, ça se comprime pas de la même manière. Là, par contre, c'est pas du tout envisagé. Ok. Super. Du coup, si tu peux passer au volet Enercop par rapport à toutes ces questionnements, la réponse que peut avoir justement ta structure pour ça. Ouais, d'ailleurs, Suzanne, j'aime pas trop faire ça, mais il faut passer la vitesse supérieure si on peut. Okay. Après avoir, du coup, l'intervention d'Aloïs sur un cas concret, il faut, voilà. Parce il a un rendez-vous à 14h, donc d'accord, super. Super. Je te laisse parler à Aloïs, c'est bon. Alors, donc comme Enercop est un des fondateurs d'énergie partagée, on voulait juste vous tenir au courant de où en est Enercop sur cette question du gaz renouvelable. Donc Enercop, c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et c'est aussi un réseau de coopératives qui porte le projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie, à la fois des enjeux et des moyens de production. On voit pas bien, mais en 2016, donc Enercop, c'est 10 coopératives, 40 000 clients, 200 gigawattheures, 10 années d'existence, et aujourd'hui 116 sites de production, donc de production d'électricité renouvelable, qui alimentent nos clients en contrat direct, dont un site de méthanisation en cogénération. Et la méthanisation, donc ça a été beaucoup dit par Bruno, mais fait partie intégrante du projet d'Enercop, puisqu'elle crée des synergies locales à l'échelle des territoires et qu'elle est un levier majeur de la transition, et pas uniquement de la transition énergétique, mais vraiment d'une transition écologique plus large, notamment sur l'agriculture et les déchets. Et qu'est-ce que va faire Enercop sur le gaz? Donc, Enercop, on se positionne depuis très récemment pour lancer une offre gaz. Notre objectif avec cette future activité gaz, c'est vraiment de soutenir le développement des projets de méthanisation et d'injection en commercialisant une offre auprès de nos clients, ce qui va nous permettre d'aller financer des
sites, des nouveaux sites de méthanisation et d'injection. Pour les clients de la coopérative, ce sera une nouvelle offre à partir de 2018, donc avec du gaz, uniquement du gaz renouvelable, en contrat direct. Pour les producteurs de biométhane et pour les porteurs de projets de production de biométhane, c'est un accompagnement qui est encore en cours de construction. Et par contre, dès aujourd'hui, on peut acheter du biométhane, donc signer les contrats d'achat de 15 ans. Et par ailleurs, juste un rappel, mais depuis le mois de septembre de cette année, Enercop est agréé pour racheter également les productions d'électricité renouvelable au tarif d'achat, puisque c'est plus de l'obligation d'achat EDF, mais maintenant les acteurs agréés, et Enercop en fait partie, pour racheter les productions électriques. C'était prévu pour être plus court, et donc c'est plus court. Est-ce que la charte d'énergie partagée est la même que celle d'Enercop? Non, Enercop, on n'a pas encore de charte méthanisation. On a des grands principes directeurs, mais qui sont pas spécifiques avec des critères comme celle d'énergie partagée. Par contre, on s'appuiera sur la charte énergie partagée. Mais il n'y a pas eu de validation aujourd'hui des membres de la coopérative ou des administrateurs ou des sociétaires sur la charte énergie partagée pour Enercop. Super. Du coup, on va passer la parole à Aloïs, qui va nous parler du projet Métamoli. Bonjour tout le monde. Désolé Suzanne de t'avoir pressé un petit peu, mais j'ai un rendez-vous à 14h et comme je suis le dernier à passer, et si je veux pas parler que 2 minutes, il faut que je fasse ma place, quoi. Normal. Donc je suis là pour vous parler du projet Métamoli. Un projet qui est en cours de développement depuis 4 ans maintenant sur le territoire des Monts du Lyonnais qui se trouve entre Lyon et Saint-Étienne, territoire de petites montagnes, territoire d'élevage, et c'est un projet qui a été initié il y a plus de 4 ans maintenant par le syndicat intercommunautaire, le CIMOLI, qui regroupe 3 communautés de communes, et on avait des élus qui étaient très sensibles à la méthanisation et aux énergies renouvelables en général. Donc ils ont initié un certain nombre d'études dès 2008-2009 et en 2012-2013, on a un groupe de 12 agriculteurs, c'est 6 fermes du territoire, tous des éleveurs de bovins lait ou bovins viande, qui ont décidé de se lancer dans l'aventure de la méthanisation. Au début, on était parti sur un projet collectif, mais uniquement agricole. On a des habitudes de travail en commun sur notre territoire, des CUMA, des banques d'entraide, etc. Donc la notion de collectif était très présente chez nous, et on s'est dit, bah tiens, faire de la méthanisation avec nos effluents d'élevage sur un territoire, on va dire, pourvu en réseau gaz ou en réseau électricité, ça semblait être une idée intéressante, et en plus on avait des élus et un territoire qui était plutôt favorable à ce genre de démarche. Et assez rapidement, quand on a commencé à se pencher sur la question de la méthanisation, on s'est dit, mais tiens, on est entre 2 grandes villes, Lyon et Saint-Étienne. On nous parle aujourd'hui, à travers la loi Grenelle 2, de la valorisation des biodéchets issus de restauration, issus de collectivités ou issus de l'industrie agroalimentaire, en compostage, en méthanisation, plutôt que de faire de l'enfouissement. On s'est dit, bah tiens, on va essayer d'aller un peu plus loin qu'un projet collectif agricole. On va essayer aussi d'en faire un projet de territoire qui répond à 2 problématiques, c'est-à-dire une problématique agricole de traitement et de gestion des effluents d'élevage et une problématique de gestion et de traitement des biodéchets. On en est les premiers producteurs à travers nos repas, nos cantines scolaires, les industries agroalimentaires, les industries laitières. Donc on s'est dit, bah tiens, fort de l'appui du territoire du CIMOLI, allons sur un projet un peu plus complexe, mais qui pour nous semble beaucoup plus cohérent et nous semble répondre à des enjeux divers et variés. Assez rapidement, une fois ce constat et cette orientation prise, on s'est dit, là par contre, il faut pas qu'on parte tout seul. Partir tout seul, ça semble dangereux parce qu'il y a des pans du projet qu'on va maîtriser, le volet agricole, le volet retour à la terre, le volet, on va dire, acceptabilité sur le territoire parce qu'on est des gens du territoire, on n'est pas des industriels qui viennent s'implanter sur un territoire. Par contre, produire du gaz, concevoir une unité, obtenir le financement nécessaire, on s'est dit tout ça, ça demande des compétences que nous on n'a pas ou peu,
Donc on a regardé autour de nous qui pouvait à un moment donné venir autour de table du projet sans remettre en cause, on va dire, la philosophie et l'état d'esprit de départ. Très rapidement, il y a deux acteurs qui ont parlé juste avant moi, qui ont été contactés, qui sont venus autour de table, c'est Énergie Partagée et Enercop. Voilà, ça faisait partie de deux structures qu'on avait identifiées et on s'est dit, bah tiens, on va leur parler de notre projet et puis on va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'ils en pensent et ça va permettre de faire avancer un petit peu le dossier. Donc Énergie Partagée voilà, nous a suivis assez rapidement, Enercop également. On a continué d'avancer, on avait des collectivités qu'on souhaitait aussi continuer d'intégrer et là c'est la SEM Soleil qui nous a rejoint. Donc la SEM Soleil, c'est une émanation des collectivités sur notre territoire qui est très investie sur les énergies renouvelables dans la Loire. Et puis après on avait quand même une question, c'était voilà, le gaz, produire du gaz, c'est quand même pas quelque chose qui nous agriculteurs nous parlait vraiment et on s'est dit tiens, avoir un industriel autour de table par contre en faisant attention que cet industriel ne prenne pas la main sur le projet, ça nous intéresse. Donc on a travaillé pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans donc avec Enercop, Énergie Partagée, la SEM et Engie, donc ex-GDF Suez, à leur entrée au capital, minoritaire, avec des conditions très particulières, et au final, ils ont accepté. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah bah tiens, vous avez fait entrer le loup dans la bergerie ». Oui, effectivement, pourquoi pas, vous le voyez comme ça, nous on le voit tout autrement. On est plus sur un projet où on se dit que la complémentarité des jeux d'acteurs est nécessaire. Et qu'il faut quelque part aller chercher des connaissances, des compétences chez les autres. Et effectivement, là, il se trouve que c'est Engie, mais pourquoi pas, on borde bien tout ça et c'est parti. Et enfin, on a fait rentrer également la région Rhône-Alpes à travers le FONSE. Je vais vous passer les détails parce que on pourra en parler pendant des heures sur comment le tour de table s'est structuré, s'est mis en place. C'était un travail de longue haleine. Ça a été un travail où tout le monde a dû s'investir énormément. Mais c'est un groupe qui fonctionne très bien aujourd'hui. On a un comité stratégique hebdomadaire, donc tous les vendredis à midi, c'est calé. On est ensemble au téléphone, on est ensemble physiquement sur Lyon. On arrive toujours à se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce groupe projet, ce comité stratégique qui développe le projet depuis maintenant pratiquement 2 ans et demi. C'est un projet qui va donc traiter à la fois de la matière agricole et à la fois des biodéchets ou des déchets issus de l'industrie agroalimentaire. C'est un projet qui est soumis à autorisation, donc dossier ICPE, pratiquement 2 ans et demi d'instruction pour avoir toutes les autorisations. On démarre notre enquête publique le 9 janvier. Donc ça y est, on a passé toutes les étapes. Ça a été fastidieux, parfois laborieux, parfois éreintant et décourageant, mais on a réussi à passer toutes les étapes. Donc c'est un projet qui va traiter entre 16 et 17 000 tonnes de matière, moitié d'effluents d'élevage, moitié de biodéchets, avec la particularité d'injecter du gaz directement dans le réseau. On avait la chance sur notre territoire d'avoir 2 réseaux GRDF et on est tombé d'accord là avec le gestionnaire de réseau pour mailler les 2 réseaux et pour nous permettre d'injecter directement le biométhane sur le territoire. Donc on a, pour vous donner un ordre d'idée, à terme une production de biométhane qui devrait être aux alentours de 150 à 170 mètres cubes de CH4 par heure dans le réseau. On a bien évidemment fait l'ensemble des études avec GRDF pour voir que c'était compatible avec les consommations. On n'a aucun problème à ce niveau-là. Et puis enfin, j'ai envie de dire, point important dans les projets de méthanisation, c'est le retour à la terre. On a de la matière sur nos fermes, des intrants agricoles, on a de la matière sur le territoire parce qu'on a beaucoup d'industries agroalimentaires,
On a également beaucoup de biodéchets de collectivité, de restauration. Donc on a de la matière en entrée, on a la capacité d'injecter du biométhane sur le réseau. Quand vous avez extrait le CH4 de votre matière, il vous reste quand même énormément de matière organique, ce qu'on appelle le digestat, on en a parlé tout à l'heure. Et le digestat, il faut pouvoir l'utiliser, Bruno l'a expliqué tout à l'heure par rapport à la charte, il faut pouvoir le mettre sur nos terres agricoles. Nous, agriculteurs, on a cette chance d'avoir des terres, mais on n'en avait pas assez. Parce qu'on est sur une zone vulnérable, zone nitrate. Donc avant de se lancer dans quoi que ce soit, le premier travail qu'on a effectué, c'était aussi de voir si sur notre territoire, sans aller à 50 km d'ici, parce que du coup ça n'a plus d'intérêt, on pouvait trouver d'autres agriculteurs qui étaient déficitaires en matière organique et qui pourraient à un moment donné être intéressés par du digestat issu de méthanisation. Donc c'est un travail qui a pris 1 an et on a bouclé notre plan d'épandage et je crois que la parcelle la plus éloignée du site va se trouver à 8 km, sachant qu'on a 85% des parcelles qui vont servir à l'épandage qui seront à moins de 3 km du site. Donc là aussi on a voulu rester cohérent parce qu'aujourd'hui transporter de la matière en entrée qui vient de l'autre bout de la France, aucun intérêt. Et transporter du digestat à l'autre bout du département ou à l'autre bout de la région, aucun intérêt non plus. Les bénéfices environnementaux seraient nuls et on va dire les bénéfices économiques également. Donc nous on a toujours eu ce souci avec l'ensemble du tour de table Métamoli de garder cette cohérence et de pas rester uniquement figé sur la production d'énergie. Suzanne l'a dit, Bruno l'a dit, je pense que tous les intervenants l'ont dit, un projet de méthanisation c'est un projet de territoire et c'est un projet qui n'a de sens que si l'ensemble des paramètres et des externalités du projet tiennent sur le territoire. La matière, faut qu'elle vienne du territoire. Le gaz, il faut qu'il soit injecté et produit et consommé, sur le territoire. Le digestat, il faut qu'il soit épandu sur le territoire. Et il faut également que l'ensemble des partenaires et, on va dire, du public concerné, les citoyens également, soient partie prenante du projet. Et c'est le cas sur notre projet, puisqu'on est sur le site d'énergie partagée en souscription depuis plusieurs mois maintenant, peut-être 1 an et demi. On a déjà collecté, j'ai regardé rapidement hier, pratiquement 200 000 € d'épargne citoyenne. Donc en plus d'un projet porté par des agriculteurs du territoire et des élus du territoire, on a aussi énormément de citoyens qui se sont investis et qui ont pris part au projet en mettant un peu de leur épargne et qui du coup se sentent concernés et viennent nous rencontrer régulièrement, viennent nous demander d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans la petite réunion du collectif de ceci, de cela. Donc on a réussi en quelques années à en faire un projet porté par l'ensemble du territoire et soutenu par l'ensemble du territoire. Alors on a toujours bien évidemment quelques détracteurs et quelques mauvaises langues, mais ça reste une minorité, donc ça se passe plutôt bien. Donc voilà un petit peu rapidement, c'est dur de parler en 10 minutes, un quart d'heure d'un projet qui est en cours de développement depuis 4 ans, mais j'ai essayé de vous retracer les grandes lignes du projet. Voilà, je pense que l'idée c'est de peut-être garder un peu de temps pour des questions. Moi j'ai encore un quart d'heure, 20 minutes, donc pas de problème pour répondre à vos questions. Alors, du coup, moi j'en ai une première. Tu disais que le Simoli a été un des acteurs importants. Est-ce que c'est lui qui est allé chercher les autres acteurs du territoire ou est-ce que c'est vous, exploitants, éleveurs, agriculteurs, qui avez fait cette démarche? Alors effectivement, la question est intéressante. C'est le Simoli qui a initié, on va dire, les projets de méthanisation sur notre territoire. En tout cas, c'est eux qui ont été au départ de ces questions en lançant une étude de potentiel et de gisement en 2008-2009 qui avait été réalisée par un bureau suisse qui est connu en méthanisation, qui est le bureau EREP. Mais après, par contre, le Simoli n'a jamais eu vocation à porter le projet. Nous, quand on a repris le flambeau en 2012, c'est nous qui avons fait l'ensemble des démarches
la structuration sur les 12 agriculteurs, c'était 3 agriculteurs qui se sont détachés vraiment pour on va dire passer du temps sur le projet, et moi on va dire en chef d'orchestre qui à la fois sur le comité stratégique et à la fois sur le groupe d'agriculteurs essaye de faire avancer tout ça, d'harmoniser tout ça et de trouver du compromis en permanence au sein du groupe et à l'extérieur du groupe. Donc c'est vraiment effectivement un portage qui a été fait par les agriculteurs et par des gens du territoire. Le Cimoli par contre pendant pratiquement 1 an et demi nous a détaché une personne, un chargé de mission qui venait ponctuellement sur le projet nous accompagner. Il était à notre disposition en gros. Donc ça c'est un vrai plus quand vous faites des démarches, quand il y a un peu d'administratif et que par ailleurs vous avez un métier d'éleveur qui vous prend pas mal de temps, vous dépensez de l'argent dans votre projet de méthanisation, il faut continuer d'en rentrer sur l'élevage pour financer ce développement. Donc une vraie implication du Cimoli à travers un chargé de mission, ce qui est toujours le cas, puisqu'aujourd'hui le Cimoli est toujours présent. Quand on a besoin, ils répondent toujours présents. Quand on a besoin d'un coup de main d'élu pour appuyer quelque chose, ils sont là aussi. Donc j'ai envie de dire, ils sont en second plan, mais plus que nécessaire, quoi. Sans eux, je pense que le projet ne se serait pas fait, en tout cas pas comme ça. Et alors du coup par rapport à ces questions, la notion de temps et d'implication est importante. Peut-être que Bruno et Suzanne vous pourrez réagir aussi par rapport aux acteurs, mais est-ce que d'après toi ces 4 ans de développement c'est quelque chose de normal et de nécessaire, ou est-ce que ça peut être réduit avec là il y a la notion de simplification des normes qui pourrait permettre d'aller plus vite? Toi, du coup, en tant que acteur du territoire, est-ce que c'est des notions qui te parlent? Quel est ton ressenti? Alors moi, je dirais que la méthanisation, il faut se presser doucement, quoi. Alors effectivement, 4 ans, c'est trop long. Bien évidemment, je rejoins le petit commentaire de Jean-Nicolas, on se connaît, on s'est déjà croisés, sur les procédures qui sont sûrement à simplifier. Nous, dans le cadre, dossier ICPE, donc installation classée pour l'environnement, en autorisation, puisqu'on va hygiéniser la matière, c'est-à-dire que toutes les matières non agricoles vont être passées à 70 degrés pendant 1 heure pour éviter toutes les contaminations pathogènes. Effectivement, un dossier comme ça, nous on a mis 3 mois et demi à 4 mois à le monter avec un bureau d'études. Parce qu'il y a des études d'impact, parce que voilà, il y a un tas d'études, c'est un vrai job avec des études de danger, c'est un vrai dossier et pour moi c'est normal aussi que on justifie notre activité. Seulement quand l'administration met pratiquement 2 ans, voire 2 ans et demi à l'instruire, vous vous dites qu'il y a un problème, effectivement. Donc là il va falloir qu'on gagne du temps. Il va falloir que l'administration aille un peu plus vite dans ses instructions. Là où je me dis que le temps est nécessaire quand même, il faut faire attention à pas trop se précipiter, c'est que la méthanisation, comme on l'a tous dit je pense aujourd'hui, c'est des projets complexes avec énormément d'externalités et c'est pas juste produire de l'énergie, quoi. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je pense que c'est Suzanne, c'est aussi un outil pour amorcer des transitions ou une transition mais à tous les niveaux, c'est-à-dire une transition sur le traitement de nos déchets, comment on produit et comment on traite nos déchets demain, sur bien évidemment la production d'énergie, sur le volet agricole, pareil, demain l'agriculture quelque part se diversifie à travers ça, n'a plus recours aux engrais de synthèse parce qu'elle produit un digestat avec des matières issues de son territoire. Donc c'est un chantier vaste avec énormément de paramètres à prendre en compte. Donc aller trop vite, c'est risqué. Aller trop vite aussi dans la conception d'un site, ça peut être risqué parce que la filière en France, on va dire, démarre bien, n'est encore pas mature, donc la technologie qu'on connaît aujourd'hui en France demande encore un petit peu à s'améliorer, parce qu'on a importé beaucoup de technologies d'Allemagne, sauf que l'Allemagne, il travaille sur des process où on traite du maïs en silage et du lisier. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même un peu ça. Et que nous, en France, on a plutôt une vocation à faire des sites multi-intrants, où à la fois on a une entrée agricole et une entrée biodéchets. Donc tout ça, ça demande aussi des sites un peu différents, et ça demande un peu de conception et d'ingénierie de conception qui manque encore. Donc prendre du temps, oui, c'est nécessaire. Sur un projet comme Métamoli, 4 ans, ça paraît long,
mais on s'est jamais ennuyé, on n'a jamais perdu de temps, mais le projet est ambitieux, donc voilà, avec 5 acteurs, 5 partenaires, donc voilà, ça prend du temps aussi. Quand on est tout seul, on prend nos décisions plus vite que quand on est à 5, mais on ne regrette pas d'être à 5 parce que tout est toujours analysé et on arrive tous à prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc oui, j'estime que le temps doit être réduit, entre autres sur les délais d'instruction, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite non plus. Et alors, une dernière question avant de te laisser décoller. La notion d'acceptabilité, on a vu que du coup qu'il y avait plusieurs agriculteurs dans la boucle, également les collectivités. Sur le projet Métamoli, qu'est-ce qui a permis que le projet soit bien accepté, notamment par les citoyens? Tu parlais de démarche dans les écoles, du coup, qui se fait maintenant. Voilà, quelle a été. Est-ce qu'il y a une démarche particulière envers les riverains vis-à-vis de ce projet? Alors je pense que c'est la transparence et la transparence dès le départ. C'est-à-dire que nous, on a souhaité dès le début de notre réflexion de communiquer sur notre projet et sur les bases de notre projet, en expliquant que c'était un embryon de projet, mais déjà on communiquait et on était ouvert aux interrogations, aux questions, et en gros on a joué la transparence en permanence. Donc ça, je pense que c'est un premier point important, parce qu'on voit beaucoup de projets aujourd'hui qui sortent du bois quand en gros ils sont prêts à poser la première pierre, quoi. Et il y a plein de gens là qui pris par surprise disent non, on n'en veut pas. Alors que nous, quelque part en 2012, on a fait nos premières réunions d'information, quoi. En disant tiens, on réfléchit à de la méthanisation, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, donc déjà d'autres agriculteurs que nous, et puis potentiellement est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions, qu'est-ce que ça vous inspire, est-ce que vous voulez savoir ce que c'est, donc de la transparence, une implication des élus avec des communications de leur part à droite et à gauche, ça aide aussi. Rapidement, l'arrivée autour de table d'acteurs comme Énergie Partagée et Enercop, ça aide énormément parce que ça rassure. Enercop est connu dans certains réseaux, Énergie Partagée aussi, donc ça rassure des personnes. Donc j'ai envie de dire le mix de tous ces points-là ont fait à un moment donné que le projet était vite accepté entre guillemets. Mais malgré le fait qu'il était accepté, on n'a jamais oublié d'aller communiquer, jamais oublié de répondre à la petite question au petit mail, jamais oublié d'avoir les oreilles bien ouvertes pour savoir ce qui se passait sur les villages avoisinants. Tiens, comment on parle du projet? Tiens, il y a lui qui a l'air d'être inquiet, ou il y a tel maire qui se pose des questions, on y va. Donc c'est un travail de fourmi, mais un travail de présence où nous, en tant que, on va dire, acteurs économique du territoire, on a cette capacité aussi à sentir ce qui se passe, quoi, et on a des retours réguliers. Ah tiens, là-bas, Loïs va voir, il y a quelque chose qui se passe, ou il y a des gens qui parlent du projet, il faut aller leur expliquer telle et telle chose. Hop, on y va. Donc ça prend du temps, mais la transparence et la communication est nécessaire, quoi, parce que c'est des projets qui peuvent faire peur, on le comprend. Il y a du gaz, il y a des déchets, il y a du digestat, il y a des odeurs, mais en fait, quand on l'explique, ça passe bien. Ouais, donc de l'ouverture, de la communication auprès de l'ensemble des acteurs sans se restreindre à un public en particulier, ça permet du coup d'avancer plus vite et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dès le départ. Et une dernière question en un mot, sur Métamoli, on est sur de l'injection directe dans le réseau, hein. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. Injection, donc 125 normomètres cubes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la consommation de, allez, on va dire, Suzanne, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais nous on estime c'est entre 800 et 1000 foyers. Ok, super. Merci beaucoup Aloïs. Du coup, si tu dois te sauver... J'ai encore 5 minutes, hein, donc c'est bon. Voilà. Donc ça marche. Alors du coup, il y avait des questions, notamment pour Bruno, vis-à-vis de la charte. Il y a quelqu'un qui s'interrogeait sur le positionnement de la charte et d'énergie partagée, du coup, vis-à-vis d'un projet de méthanisation qui utiliserait du lisier de porcherie industrielle
mais le projet serait porté par des citoyens, des acteurs locaux, sans forcément d'agriculteurs dans la boucle. Donc quel serait, vis-à-vis de la charte, le positionnement d'énergie partagée? Ben, c'est relativement simple, c'est porcherie industrielle, donc industriel c'est un critère rouge, donc ce serait pas possible. D'accord, même avec un portage par des citoyens Non. et des acteurs locaux, on serait... Non, D'accord. ça suffit pas ça suffit pas. Très bien. Une autre question, tu as évoqué plusieurs fois le terme « on travaille avec du vivant ». Oui. Est-ce que tu peux préciser, parce que ça a relevé une petite interrogation. D'accord. Donc on travaille avec du vivant, ça veut dire que la transformation des intrants en biogaz, ça passe. Parfois, j'ai entendu le terme, on extrait le méthane. En fait, c'est pas vraiment qu'on l'extrait, c'est qu'on transforme la matière en méthane. Et ce qui transforme cette matière en méthane, ce sont des archébactéries qu'on appelle des archées aujourd'hui. Ça ressemble à des bactéries en fait. Et puis des bactéries. Et donc c'est du vivant. Ça veut dire que ça s'allume pas, ça s'éteint pas comme un interrupteur. Il faut conduire ça comme une sorte d'organisme dont on doit apporter les conditions optimales pour que ça fonctionne bien. Donc voilà pourquoi on travaille avec du vivant, mais aussi parce qu'on est en lien avec l'agriculture, et l'agriculture c'est par essence du vivant. Ok, super. Et alors une autre question sur la charte. D'après toi, est-ce qu'elle va favoriser le développement de la filière et si oui, de quelle manière, on va dire? Alors, je dirais pas qu'elle va favoriser le développement de la filière, mais c'est pas notre objectif. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est de mettre en place une filière, je vais dire un petit peu prétentieusement vertueuse. Et du coup, c'est un petit peu, moi je fais un peu le parallèle avec l'agriculture biologique, c'est-à-dire quand l'agriculture biologique est née au milieu de l'agriculture intensive, finalement, tout ce qu'on mettait comme règle pour définir l'agriculture biologique, ça paraissait très contraignant. Mais aujourd'hui, on est quand même, on peut se réjouir qu'il existe ces règles et des pratiques agricoles qui permettent de travailler plus proprement et de prendre en compte l'environnement. Donc c'est un petit peu ça qui nous motive. Après, est-ce que ça va le favoriser? Je dirais que le fait que dans les projets on apporte une caution citoyenne et qu'on permette aux acteurs locaux de rentrer dans les projets et qu'on permette de faire des projets citoyens, c'est plutôt favorable. D'une part parce que les opposants, on peut un peu désamorcer certaines crispations, parce que tout simplement le fait de dire que des acteurs locaux peuvent rentrer dedans et dans le cadre d'une société d'exploitation, en plus de type coopératif, un homme une voix, où les gens peuvent avoir leur mot à dire, le fait d'inclure éventuellement les opposants dedans en prenant une part, c'est pas le bout du monde. On peut arriver à fédérer autour du projet beaucoup plus facilement qu'un projet qui est pas un projet dans lequel on inclut les acteurs locaux. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a un rôle à jouer. Et nous, par exemple, au local, on a un projet d'injection, et en particulier le fait d'être un projet citoyen, qui est de la concertation, etc., ça a été un élément crucial pour obtenir une subvention conséquente de l'ADEME. Donc, je dirais que on pourrait par certains côtés dire que ça peut être un frein puisqu'on met des règles un peu strictes, et en même temps, ça nous permet aussi de rassurer des opposants et à la fois d'embarquer avec nous les gens qui nous attribuent les subventions. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup Bruno pour ces précisions. Il est 14 heures, je pense qu'on va s'arrêter là. Deux informations pour aller chercher plus
détails. Il y a un tableau de bord biogaz qui est édité tous les trimestres par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Vous trouverez toutes les informations spécifiques du coup sur le type d'installation, de puissance, voilà, toutes ces données-là. Et puis, alors je crois que c'est tous les ans, il y a aussi, ce ministère édite également un document qui s'appelle Chiffres clés des énergies renouvelables. Donc là, c'est plus global sur l'ensemble des énergies, mais il y a aussi pas mal d'informations. Il y a aussi, si je peux, il y a aussi l'avis de l'ADEME qui est paru, j'en ai parlé tout à l'heure en novembre, là, qui est tout récent. Ok. Donc voilà, des documents à consulter pour avoir plus d'informations si besoin, et puis vous recevrez aussi par mail les différents supports, et puis pour ceux qui veulent revoir le webinaire ou bien le transférer à des personnes qui n'auraient pas pu le revoir en direct, vous aurez également toutes ces informations-là. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci également à Aloïs, Bruno et Suzanne pour les interventions. Merci à vous. Merci à toi aussi, Sylvain, de l'implication. Merci à nos présentateurs. Merci à tous ceux qui ont participé. On vous souhaite tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, à bientôt. Et rendez-vous le 26 janvier avec une meilleure voix et pour un webinaire d'initiation à l'énergie citoyenne pour ceux que ça intéresse ou pour des proches. Voilà, à bientôt.